Bonjour, bienvenue, vous êtes dans le 13h, voici le sommaire. Diabo abritera dans quelques mois un lycée multisectoriel dédié au métier de l'électronique. La première pierre a été posée officiellement par le Premier ministre Patrick Hachi. Le centre va permettre aux jeunes d'accéder à des secteurs novateurs, porteurs d'emplois. On ira dans le Béquet en tout début de journal avec Franck Quadier. Selon le directeur du contrôle financier, l'un des défis majeurs de la mission du contrôleur financier est de faire en sorte que chaque Ivoirien bénéficie de sa part de la richesse nationale. Des mots prononcés à la cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la rentrée solennelle de la direction du contrôle financier. On en parlera dans cette édition. Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé hier samedi une grâce présidentielle en faveur de 380 rebelles du Front pour l'alternance et la concorde. Les rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. L'Inspection générale d'État est l'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance de l'ensemble des services publics, parapublics et des sociétés à participation financière publique. Elle est placée sous la haute autorité du président de la République. Elle a entre autres une mission d'étude, d'évaluation des politiques et programmes publics, conseil et appui aux réformes et aux systèmes d'information. L'IGE a 62 ans aujourd'hui et elle a célébré récemment son anniversaire. Le Dimanche Magazine de ce 26 mars est consacré à l'institution et pour en parler, nous avons invité M. Berté Daouda Berté, qui est inspecteur d'État en chef, chef du département des études, de la programmation et des statistiques. Bienvenue, M. Berté. Merci. Dites-moi, M. Berté, pourquoi on célèbre 62 ans alors que l'institution existe depuis près d'une centaine d'années, sinon plus, hein, même si les appellations étaient différentes? Oui, effectivement, votre remarque est pertinente, mais nous, dans le cadre de cette commémoration, nous avons considéré le décret qui a été signé par le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est le décret 104 du 12 avril 1961. De 1961 à 2023, ça fait bien 62 ans. Ça fait 62 ans. Sinon, on se rappelle que l'administration coloniale, en 1906, avait créé l'IAA. l'IAA, c'est ça. C'est ça. Des affaires administratives. D'accord, c'est donc l'anniversaire post-indépendance. Post-indépendance, tout à fait. Merci, M. Berté. On se retrouve dans une demi-heure. Merci. Le Centre multisectoriel de formation professionnelle de Diabo va révolutionner nos façons de former et de travailler. Ces mots sont de Patrick Hachi. C'était vendredi lorsque le Premier ministre présidait la cérémonie de pose de la première pierre du lycée professionnel de Diabo. Le centre, qui sera opérationnel à la rentrée scolaire 2024, va accueillir 1000 apprenants qui bénéficieront d'une formation initiale dont les scolarités sont sanctionnés par le CAP et le BT. Franck Quadier, allez-y pour les détails. Fruit de la coopération ivoiro-chinoise, 7 lycées multisectoriels, dont Ebempe, Agnaman, Yamsokro, Korogo et Kong, ont pour objet favoriser l'accès des jeunes aux emplois relevant des domaines novateurs de l'électrotechnique. Diabo, dans le centre du pays, fait partie intégrante de ce projet et ce coup de truelle marque la volonté de l'État de contribuer à la célérité des travaux déjà entamés. Le choix de la localité de Diabo pour ce projet, inclus dans la dynamique de l'année de la jeunesse, ravit les populations. Cette cérémonie marque effectivement le début d'un projet ambitieux qui offrira des possibilités éducatives et professionnelles inestimables à notre communauté, en particulier à nos jeunes, qui constitue en cette année 2023, dédiée à la jeunesse, la cible privilégiée des actions du gouvernement. Des jeunes appelés donc à prioriser la formation pratique, ceci afin de faciliter leur insertion, d'où l'option des filières mécaniques, générales et agricoles, l'élevage ou encore le bâtiment et les travaux publics. Il est envisagé d'accueillir 1000 apprenants en formation initiale dont les scolarités seront sanctionnées par le CAP et le BT. Cependant, les locaux seront aussi utilisés pour les activités de l'école de la seconde chance, formés sur des périodes relativement courtes, plus de 2000 jeunes chaque année dans les filières débouchant rapidement sur l'emploi rémunéré ou l'auto-emploi. Opportunité pour le ministre de la Formation professionnelle
d'espérer la livraison de l'ouvrage avant la rentrée scolaire 2024. Et cela a raison, car le gouvernement entend renforcer le dispositif national en faveur du développement de l'enseignement technique. C'est aussi en filigrane l'essence des propos du Premier ministre Patrick Achi parlant au nom du chef de l'État, du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est une nation qui considère comme vital de former sa jeunesse, lui donner les moyens de vivre décemment, de s'insérer sur le marché du travail en occupant des emplois durables. C'est à cela que s'attelle sans relâche Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, depuis qu'il a été élu. C'est à cela que nous devons, nous aussi, chacun, à notre niveau, œuvrer. La jeunesse sur orbite, mais le développement toujours en marche. En plus des multiples acquis réalisés par le président de la République, Alassane Ouattara, dans la région, bientôt Diabo, la capitale du pays Glo, disposera d'un château d'eau, promesse faite par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par la voix de son Premier ministre. Et je vous le disais en titre, cette semaine, lors de la rentrée solennelle de la direction du contrôle financier ici à Abidjan, il a été question des enjeux du travail du contrôleur financier, dont l'un des défis est de s'assurer d'une répartition juste et équitable de la richesse nationale. Et Dangui Dangui était présent à la cérémonie. Voici son reportage. Présentation des différents agents et services, hommage aux retraités, distinction des plus méritants. La 8e édition de la rentrée solennelle de la Direction générale du contrôle financier a tenu sa promesse d'être un moment de retrouvailles et de convivialité. Nda Ange, le patron de cette direction, a saisi l'occasion pour lever un coin du voile sur les défis auxquels le contrôleur financier est confronté. Il ne s'agit plus que de contrôler pour dire que les ressources ont été consommées, mais il s'agit d'aller vérifier pour voir si les résultats ont été effectivement atteints. Donc on a donné l'exemple, je vais dire, de l'électrification. On a dit que les poteaux ont été installés, les ampoules ont été placées, mais le village n'est pas électrifié. En termes de dépenses, les dépenses ont été effectivement réalisées. On a constaté, mais on ne se limite plus au fait de constater que les dépenses ont été faites. Mais on va pouvoir, est-ce que le résultat initial visé a été effectivement atteint? Et qui dit contrôle orienté vers la performance, dit une plus grande assurance de la satisfaction de chacune des populations ivoiriennes. Pour ces agents de la Direction générale du contrôle financier venus des 4 coins du pays, la présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État a donné un cachet spécial à cette édition et leur a rappelé l'importance de leur mission pour le pays. Quand on a fait beaucoup d'efforts pour décaisser 100% des ressources attendues pour un projet, 90% des ressources attendues pour un projet, et que le projet lui-même n'est qu'à 20%, 30% d'exécution, ça doit nous interpeller nous tous. La rigueur d'aujourd'hui et le succès de demain. Vous le faites pour votre communauté, vous le faites pour vos enfants. La rentrée solennelle de la Direction générale du contrôle financier s'étend sur 4 jours et se veut un cadre pour mener des réflexions, dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives, selon le directeur général. Venons-en maintenant à cet atelier organisé cette semaine à Abidjan par le FIDA, le Fonds international de développement agricole. C'est un atelier de restitution de la mission de revue à mi-parcours du COSOP, un programme d'options stratégiques du FIDA pour la Côte d'Ivoire, mis en place depuis quelques 2 ans et qui a permis au pays de bénéficier de plusieurs financements de projets agricoles. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo. Avant d'entrer dans sa 3e année de mise en œuvre, en 2023, le COSOP, programme d'options stratégiques du Fonds international de développement agricole, FIDA, se devait de mener une revue à mi-parcours afin de faire le point de l'état d'avancement de son exécution, une analyse des résultats obtenus et progrès vers l'atteinte des principaux objectifs dans le cadre de sa stratégie pays pour la Côte d'Ivoire. Depuis 1984, le FIDA a investi presque 175 millions de dollars dans 13 programmes et projets en Côte d'Ivoire. 10 de ces 13 projets sont clôturés et le portefeuille du projet et programme FIDA actuellement comprend 2 projets en cours d'exécution, un projet en cours d'élaboration.
La vision du COSOP 2020-2025 est d'améliorer les moyens d'existence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de populations rurales. Des défis en droite ligne avec les plans nationaux de développement PND, d'investissement agricole PNIA et du programme social du gouvernement PSGOV, à savoir une répartition plus équitable des fruits de la croissance, une transformation structurelle et inclusive de l'économie ivoirienne. Il s'agit de relever les difficultés enregistrées dans la conduite des projets et programmes du portefeuille, tant au niveau du bailleur qu'au niveau de la partie nationale et des bénéficiaires. Des solutions et recommandations devront être formulées en vue de l'amélioration de la performance du portefeuille FIDA et de l'augmentation du volume de financement en adéquation avec le statut de puissance agricole sous-régionale de la Côte d'Ivoire. L'atelier a vu la participation des représentants des ministères impliqués dans le développement agricole et rural. Il a permis notamment de présenter et de discuter sur la performance du programme pays du FIDA en Côte d'Ivoire, tout en analysant sa stratégie de pérennisation. Le district autonome de la Comoé veut se doter d'un schéma directeur d'aménagement et de développement. Schéma qui lui permettra d'assurer au mieux la planification du développement des régions de son espace. Un cabinet va se charger d'élaborer l'étude sur le schéma directeur et le lancement de cette étude justement vient de se tenir à Abengourou en présence des autorités locales et des populations. Notre correspondant y a assisté, Herman Niamia. Un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire pour le district autonome de la Comoé. Le vice-gouverneur du district autonome de la Comoé a indiqué que le schéma directeur qui sera élaboré va servir de boussole dans la planification et l'orientation des actions de développement en faveur des populations des 3 régions que sont l'Indéné-Guablin, le Moronou et le Sud Comoé. Nous avons navigué dans le flou. Effectivement, maintenant nous avons un outil majeur qui va nous permettre de dire on fait ceci, on fait cela en fonction des zones déconcentrées, en passant par les mairies, le conseil régional et maintenant le district autonome. Les résultats de cette étude seront connus dans 8 mois, a souligné le cabinet chargé des travaux. Aujourd'hui, on peut trouver des financiers qui voudraient vraiment intervenir au sein du district par rapport à une activité bien précise. Mais ils vont demander quel est le document que vous avez ou disposez, nous permettant de checker dedans, de fouiller pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous. Ce document s'appelle le schéma directeur du district. Les participants à cet atelier, comprenant des élus locaux, notamment les maires et présidents de conseils régionaux, ont salué cette initiative. Nous accueillons cette initiative avec beaucoup de joie, beaucoup de soulagement, parce qu'il est toujours important de savoir où on va, d'avoir une boussole, d'avoir un repère. Et le schéma directeur est cet instrument qui va nous permettre de travailler en sachant exactement quels sont les projets qu'il faut mettre en œuvre pour aller à la satisfaction des aspirations des populations, de manière à ce que le développement soit organisé, structuré. La collecte des données qui se fera sur toute l'étendue du territoire du district se tiendra du 24 mars au 24 avril prochain. La SODEMI est en campagne. La Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire initie une campagne de sensibilisation des populations de Dikodougou sur leur paillage illégal. Ces populations ont été instruites sur le code minier, comme nous le rapporte Ami Sissoko, notre correspondante permanente dans la région du Poro. Plusieurs sites d'orpaillage illégaux de la sous-préfecture de Kiemou, dans le département de Dikodougou, visités par une équipe de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI. Si c'est l'activité que vous voulez faire là, est-ce qu'il n'y a pas autre solution que vous envisagez pour que vous puissiez mener sainement cette activité? Vous voyez, il y a des gens qui sont ici là. C'est pas comme s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. C'est pour avoir quelque chose et puis rentrer en ville. À Kiemou, population et acteurs de l'activité de l'exploitation artisanale minière sont instruits sur le code minier et la nécessité de se conformer aux dispositions légales pour l'activité d'orpaillage. Le code minier dit que vous, chefs de terre, vous avez des droits. Mais tout ce qui est substance du sous-sol, que ce soit les substances minérales, c'est-à-dire l'or, diamant, nickel, cobalt, même l'eau minérale, c'est la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. L'action est également soutenue par les chefs de canton, de villages et de terres en vue de la préservation de l'environnement. Ce que le gouvernement a dit là,
que ce soit vraiment une réalité. Ceux qui travaillent pour l'État, travaillent pour l'État avec nous. Nous allons dire, si vous voulez travailler avec l'État, nous travaillons avec vous. Si vous ne voulez pas travailler avec l'État, nous on ne travaille pas avec vous aussi. On ne vous donne pas de terre. Le sous-préfet de Korogo, Marcelin Detokwasi, représentant le préfet de région du Poro, a lui aussi loué cette rencontre de sensibilisation. Ce phénomène existe, donc il faut des mesures consensuelles avec la communauté villageoise pour qu'elle comprenne un peu les effets néfastes de ce phénomène, pour les amener à donner dos à l'orpaillage illégal. Société d'État créée en 1962, la SODEMI a pour mission d'effectuer la recherche, l'encadrement et l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. On rentre à Abidjan. En matière de protection civile, bientôt la brigade renforcée va passer à la phase de répression. En attendant, la sensibilisation à la prise de conscience professionnelle se poursuit. Une cinquantaine d'agréments viennent d'être délivrés par l'ONPC aux prestataires d'activités de sécurité, incendie et secourisme, de quoi leur permettre de travailler désormais en toute légalité. Le témoignage de Walter Amadou Ouattara. Auditorium Alassane Ouattara du siège de l'Office national de la protection civile ONPC dans la commune d'Adjamé. 53 agréments, notamment 20 en section secourisme, 33 en sécurité et incendie, sont remis par le directeur général de la structure étatique aux entreprises prestataires d'activités de sécurité, incendie et secourisme. Pour le porte-parole des récipiendaires, ces agréments leur permettront d'être davantage professionnels et travailler en toute quiétude. Cela va changer énormément de choses dans la vie de notre activité. D'une part, cela fait 22 ans que nous sommes dans ce métier. Et à l'époque, c'était des attestations qui étaient valables sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais ici, nous avons un plus. Le plus, c'est d'avoir un agrément qui est signé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et ça nous amène, n'est-ce pas, à être sûrs de nous, de professer dans les domaines qui nous incombent. Avec cette remise, la direction générale de l'ONPC veut poursuivre l'assainissement des secteurs sécurité, incendie et du secourisme. En effet, les agréments dont sont bénéficiaires les cabinets et structures intervenant dans le domaine de la sécurité incendie et du secourisme sont octroyés pour une durée de 2 ans et obligent ces détenteurs à mettre à la disposition de l'ONPC leur plan d'action et leur rapport d'activité annuel. Ils doivent informer préalablement l'ONPC de l'ouverture et de la clôture de toutes les sessions de formation et de garantir la conformité de leur établissement aux normes et exigences en matière de sécurité incendie. Après 2 années de sensibilisation et d'information, une phase de répression sera bientôt engagée. Cette volonté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité arrive pour renforcer la lutte contre les établissements qui exercent dans l'illégalité. Place à présent aux infos Covid-19. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 88 298 cas confirmés de Covid avec 834 décès. Le club service, le Rotary Club Abidjan Biétry, a équipé récemment un groupe scolaire à Grand Boubouri, département de Dabou. Les équipements sont entre autres composés de matériel didactique et de tables-bancs. Le reportage de Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Le Rotary Club Abidjan Biétry déploie ses actions socio-éducatives à Grand Boubouri, dans le département de Dabou. L'école maternelle du village est équipée en manuels scolaires, en jeux didactiques et vivres pour faciliter l'apprentissage des tout-petits. À cela s'ajoutent 80 tables-bancs. Ces dons sont évalués à plus de 5 millions de francs CFA. Depuis l'année dernière, nous manquons de matériel. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous prenons l'engagement de prendre soin de ce matériel qui nous a été confié et de les utiliser à bon escient avec les enfants
pour que ces enfants-là apprennent véritablement ce pourquoi ils sont inscrits. Appuyer le gouvernement ivoirien dans la politique de transformation du système éducatif, c'est ce à quoi s'attelle Xavier Efoué depuis son accession à la tête du Rotary Club Abidjan-Biétry. En posant cette énième action en faveur de l'éducation, Xavier Efoué repart avec l'espoir d'améliorer la performance des élèves de Grand Bouboury. Nous sommes convaincus que la contribution du Rotary Club Abidjan-Biétry aura un impact positif sur les résultats scolaires. Les enfants ont pris un engagement, les enseignants également, pour une éducation de mérite et de qualité dans la transparence et dans l'équité. Vous savez que l'éducation aujourd'hui représente l'un des leviers les plus puissants, n'est-ce pas, pour les enfants, les petits garçons et les petites filles, pour s'assumer, pour participer plus tard à la construction de leur pays. Après Grand Bouboury, le Rotary Club Abidjan-Biétry mettra le cap sur Aboissou pour l'inauguration d'une bibliothèque. Nous, on va aller à Bouaké où les 15 et 16 mars dernier s'est tenu un colloque international avec les littéraires de Côte d'Ivoire et d'autres pays à l'initiative du Laberlif, le laboratoire d'études et de recherche en littérature française et francophone. Il était question de développement économique et social à l'aune de pratiques aux théories littéraires, d'où le thème du colloque, littérature et développement économique et social. Léon Broukwame, RTI Bouaké. 2 jours à examiner la contribution de la littérature sous 4 angles en ce qui concerne notamment les actions sociales et les fonctions professionnelles, l'entrepreneuriat et l'entreprise, puis la littérature révélée, levier du développement économique et social. Comme les différents panels, la leçon inaugurale du présent colloque explique en effet que la littérature prédispose à l'éveil de conscience et permet de penser les réalités sociales. Les nations qui dominent le monde ont commencé par la littérature, les lettres. On est au commencement, on est au milieu, on est à la fin. C'est ça la littérature. La littérature fait vivre et la littérature a son mot à dire dans toute société, dans toute entreprise et surtout dans le développement. Promouvoir la littérature. Le laboratoire d'études et de recherche en littérature française et francophone peut s'inspirer du modèle américain via un partage d'expériences avec des chercheurs venus des États-Unis. Aux États-Unis, donc, on a 2 ans de tronc commun avant de se spécialiser. Et tous les étudiants, quel que soit leur domaine de spécialisation, suivent des cours de littérature. Et l'important, c'est qu'on veut que chaque étudiant, peu importe son domaine de spécialisation, ait un esprit critique et une capacité à analyser des textes. Ce colloque, le premier rendez-vous international à l'initiative du laboratoire d'études et de recherche en littérature française et francophone, logé à l'université Alassane Ouattara. Le prix Philanthropie Ivoire est une soirée de distinction et de récompense des fondations, des ONG, entreprises et personnalités qui œuvrent dans le domaine du social. Les plus méritantes d'entre elles viennent de recevoir les prix, des prix donc pour leur magnanimité en faveur des couches les plus défavorables de la société. Et Frédéric Gorebi, Jean-Marc Djadji et Arnaud Kofi se sont mis sur leur 31 pour ce dîner de gala. Le mérite de plusieurs organisations non gouvernementales, fondations, entreprises et personnalités qui œuvrent dans le domaine social est reconnu. Elles sont distinguées et célébrées pour leurs actions en faveur des couches les plus vulnérables. Au cours de cette soirée de distinction et de récompense dénommée Prix Philanthropie Ivoire. La solidarité autour des personnes en difficulté était la base de soit de leur relèvement ou de leur chute. Donc il faut du monde, il faut de la solidarité, il faut se mettre ensemble pour pouvoir aider ces personnes qui sont dans la détresse à se relever, à aller plus loin. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que j'ai reçu ce prix de la part de l'organisation et du commissaire général, Mme Awa Coulibaly. Et c'est vraiment touchant de voir que certaines personnes, au-delà de s'intéresser à seulement leur petit monde, pensent aussi aux autres et à mettre en lumière les actions que chacun à son niveau fait pour pouvoir aider les autres et impacter positivement. Le prix Philanthropie Ivoire, qui a sa première édition, se présente comme une soirée de reconnaissance, de récompense et de remerciement des acteurs du monde social et humanitaire. Elle prend sa source à la Journée internationale des ONG célébrée le 28 février de chaque année.
Et parlant de solidarité et de générosité, on peut aisément citer cette action de la Fondation Zakat et Waf, fondation qui vient de sortir une trentaine de personnes de la précarité en leur offrant une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Reportage Evelyne Yoboué dans un commentaire de Walter Amadou Ouattara. Les responsables de la Fondation Zakat et Waqf font parler leur cœur. Ils viennent d'offrir 3 millions de francs CFA à 30 personnes. Elles bénéficient ainsi chacune d'un montant de 100 000 francs CFA, une contribution à la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, là, je suis content. Je voulais me remercier beaucoup. Cet argent que j'ai eu aujourd'hui, je vais prendre aussi. Aider certaines personnes aussi qui m'ont demandé. Je suis en joie, je suis content pour pouvoir aider aussi certains frères qui m'ont même appelé hier, qui n'ont pas de quoi jeûner. Cette fondation n'est pas son premier geste. Depuis sa création en 2010 à aujourd'hui, des centaines de démunis, composés essentiellement de veuves et d'orphelins, constituent la cible de ces actions. Ça répond à une exigence divine qui dit collecter de vos riches une partie de leur avoir qui est ma part et donnez-le aux pauvres, aux démunis de la communauté afin d'assurer une certaine stabilité dans la société. Aider les musulmans à s'acquitter de la zakat, troisième pilier de l'islam, promouvoir les œuvres de bienfaisance au sein de la communauté. Voici entre autres les missions de la Fondation Zakat et Waqf. On en vient maintenant à cette formation des magistrats et autres auxiliaires de justice sur la propriété littéraire et artistique. C'est un atelier initié par le Burida avec l'appui de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Le bureau envisage de promouvoir les lois nationales et les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle. Le reportage de Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Magistrats, avocats, commissaire de justice ivoirien formé sur la copie privée. Une initiative du Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida pour favoriser l'appropriation par les professionnels du droit à la législation applicable en matière de propriété littéraire et artistique. Ce séminaire s'adresse aux magistrats et aux auxiliaires de justice, qui doivent à terme leur permettre de connaître mieux les notions sur le droit d'auteur et surtout sur la gestion collective, et être les ambassadeurs aussi des artistes auprès de ceux qui font de leurs œuvres une exploitation abondante et même souvent occasionnelle. Le développement d'un réseau de juristes spécialisés en propriété intellectuelle, une maîtrise des questions et litiges à venir relatifs à l'exploitation des droits d'auteur sont entre autres les objectifs attendus de cette activité. On se plaignait au niveau de la chaîne de perception et tout. Ceux qui protègent nos droits, ce sont les magistrats. Donc, il faut ce genre de séminaire pour pouvoir apprendre. Oui, c'est un atelier qui est important parce que vous savez, on parle beaucoup de droit d'auteur, on parle de droit voisin, on parle de gestion collective sans savoir exactement ce que cela représente. Aussi bien pour les praticiens que pour le monde culturel de façon générale. Donc, il est important que nous, avocats, qui sommes au cœur de l'activité juridique et judiciaire, nous soyons présents à ce type de formation. Financé par l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire, ce renforcement de capacité bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le Burida traduit la forte volonté exprimée au plus haut niveau de l'État ivoirien de transformer la créativité des artistes en valeur. Il ne peut y avoir de production intellectuelle, ni de création artistique, ni de valeur créée dans les industries culturelles et créatives sans défense du droit d'auteur. Pour toutes ces raisons, nous soutenons pleinement cette formation. Cette formation est également mise à la disposition d'autres bureaux de droit d'auteur africains.
Au Tchad, je vous le disais en titre, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé hier samedi une grâce présidentielle en faveur de 380 des plus de 400 rebelles du FACT. Le FACT, c'est le Front pour l'alternance et la concorde. Les rebelles avaient été arrêtés après la mort de l'ex-président Idriss Déby en 2021. Ils avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sécurité nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. On passe à la seconde articulation de ce journal, le magazine du dimanche. Monsieur Berthet nous a rejoint en plateau. Il est notre invité. Je vous le présentais à l'entame de cette édition. Membre donc de l'IGE, il y est inspecteur d'État en chef, chef du département des études, de la programmation et des statistiques. Monsieur Berthet, je vous invite à suivre cet élément vidéo. C'est Marie-Chantal Akandan qui nous le propose. Après, on revient pour que vous nous disiez tout sur l'institution. D'accord. L'inspection générale d'État a 62 ans. Les festivités de l'IGE ont démarré ce mardi 21 mars. Tous les acteurs de l'organe supérieur de contrôle d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance sont au rendez-vous. L'heure est au bilan, en vue de tracer les sillons d'une inspection générale plus efficace et performante. De l'époque coloniale à maintenant, que de chemins parcourus. Il était donc bien que nous puissions marquer un temps d'arrêt pour à la fois regarder ce qui a été fait et se projeter dans l'avenir. L'autre objectif de cet événement vise à permettre à l'Inspection générale d'État de se faire découvrir et connaître par le grand public. Un bilan satisfaisant des acquis réalisés, mais l'IGE, dans sa dynamique de promotion de la bonne gouvernance, veut relever d'autres défis. La bonne gouvernance reste l'un des piliers essentiels du programme gouvernemental. Le représentant du président de la République, Jano Aoussou-Kouadio, président du Sénat, salue les initiatives entreprises par l'IGE et appelle à plus d'actions pour l'amélioration de la qualité des services de l'administration. Après 62 ans, l'IGE, l'institution fêtière en matière d'audit et d'inspection de l'ordre administratif en Côte d'Ivoire, se projette dans l'avenir. Son défi majeur, rester attentive aux enjeux actuels de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Chantal Akandan et Ulrich Adangon, merci pour ce décor que vous avez planté. Monsieur Berthet, vous commémorez 62 ans d'existence, 62 ans, l'anniversaire de l'IGE. Vous n'avez pas le sentiment d'être méconnu du grand public? Oui, je pense que c'est l'un des objectifs en fait de cette commémoration. Participer, communiquer, permettre donc aux citoyens de savoir qu'est-ce que c'est que l'Inspection générale d'État et qu'est-ce qu'elle fait. C'est d'autant plus important que ça reste une institution discrète dans la nature même de tout ce qui est structure de contrôle. On dirait bien que ce sont les derniers cas de mauvaise gestion révélés par la presse qui vous ont peut-être mis un peu en lumière, un petit peu quand même. Je pourrais le dire ainsi, mais je pense qu'il y a une volonté derrière ferme de l'inspecteur général d'État qui, à l'image de toutes les inspections supérieures du contrôle, qui ne peut plus faire l'économie en fait du silence dans la mesure où la rédevabilité incombe à tous les acteurs de la dépense publique. Et donc, dans la posture de celui qui contrôle, nous devons rendre compte effectivement de ce que nous faisons comme activité, de sorte effectivement à justifier toute la dotation qui est mise à notre disposition. D'accord, dotation. Oui. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'IGE, Monsieur Berthet? Qu'est-ce que l'IGE? Quel est son rôle? Quelles sont ses missions? Alors, c'est d'autant plus intéressant que ça nous permet, dans un langage beaucoup plus simple, pour permettre aux citoyens de comprendre. Il faut voir l'écosystème du contrôle en Côte d'Ivoire comme étant donc un espace occupé par 3 institutions. Il y a le contrôle en fait législatif qui est exercé par le Parlement, qui naturellement donc approuve la loi de finances et la loi de règlement au terme de l'exercice. Et également aussi, il y a le contrôle juridictionnel qui est exercé par la Cour des comptes. Et la particularité de ces 2 structures, de ces 2 institutions, c'est d'être des contrôles externes. Et à l'intérieur, nous avons donc le contrôle de l'ordre administratif, qui est un contrôle en interne au niveau de l'exécutif, qui comprend l'inspection générale d'État et l'ensemble des inspections générales ministérielles. Et donc, c'est vraiment un écosystème structuré à partir de ces 3 institutions de contrôle. Et donc, l'inspection générale a donc une fonction de supervision, de coordination et d'encadrement.
au sein de l'exécutif. Au sein de l'exécutif. Alors, quels sont exactement, précisément, M. Berthet, vos champs d'action? On sait déjà que les sociétés d'État sont bien concernées par vos actions d'audit et tout, mais qui d'autre, précisément? Alors, d'une façon générale, c'est tout le périmètre administratif, c'est-à-dire depuis les services financiers de toutes les institutions, les ministères, les circonscriptions déconcentrées, les districts, les postes diplomatiques et toutes les structures qui bénéficient en fait d'une subvention de l'État sont soumises au contrôle de l'inspection générale d'État. Donc c'est un périmètre assez large. D'accord, notamment donc les établissements publics les nationaux, EPN, les sociétés d'État, les sociétés de participation financière publique. Les agences d'exécution, les établissements de type particulier, et comme vous avez dit, les collectivités territoriales, les districts autonomes et tout ça. Vous avez suffisamment de personnel pour assurer tout cela? Alors, le personnel n'est jamais suffisant, mais c'est l'approche en fait méthodologique qui permet d'atteindre nos objectifs. L'inspection générale d'État a une approche, comme toutes les inspections supérieures de contrôle, qu'on appelle l'approche basée sur les risques, qui intègre en fait les difficultés liées aux ressources humaines et qui nous permet de focaliser en fait notre contrôle sur l'essentiel qui comporte beaucoup plus de risques en termes donc d'atteinte d'objectifs. Et donc, c'est vrai que c'était un handicap a priori, mais qui est comblé par l'approche méthodologique de l'institution de contrôle. Mais c'est quoi la nuance, M. Berthet? La nuance entre l'inspecteur d'État, chef de département, l'inspecteur d'État tout court et l'auditeur? Alors, les différents organes de l'inspection générale d'État se structurent de la façon suivante. Vous avez l'inspecteur général d'État qui agit au nom pour le compte de l'inspection. Il y a le secrétaire général et vous avez les inspecteurs d'État, chefs de département, qui collaborent à leur niveau avec des inspecteurs d'État et des auditeurs. Donc, les inspecteurs d'État et les auditeurs sont membres des différents départements qui sont pilotés par les inspecteurs d'État en chef. Et 13 inspecteurs d'État viennent de prêter serment. Il faut dire que c'est juste une régularisation, parce que beaucoup d'entre vous travaillent déjà là depuis plus d'une dizaine d'années, tout comme vous. Oui, mais c'est conformément au décret. Le décret, il est récent. Le décret stipule clairement il n'est pas aussi récent que ça, 2019. Oui, enfin, je veux dire, toute la procédure se met en place progressivement. Et donc, il était question, en fait, qu'on prête serment pour régulariser, en fait, cette situation. D'accord. Plus tard que jamais. Et c'est donc la toute première fois qu'il y a une prestation de serment de façon officielle à l'inspection générale d'État. Quel lien avec les IGM? Alors, les IGM font partie du contrôle de l'ordre administratif. Donc, c'est des liens fonctionnels que l'inspection générale d'État entretient avec les inspections générales et ministérielles. Je vous ai parlé tout de suite de la mission de supervision, de coordination et d'encadrement. Donc nous apportons vis-à-vis des inspections générales ministérielles ce qu'on appelle un appui méthodologique dans le renforcement des capacités, également aussi au niveau même de la collecte de leurs programmes d'activité et de leurs rapports d'activité que nous intégrons dans le rapport général de l'inspection générale d'État qui est transmis à M. le Président de la République. Donc en termes de renforcement... Vous prenez le soin de regarder... Absolument, absolument. Même au niveau des programmes d'activité, nous assurons effectivement dans le contexte actuel que les programmes d'activité des inspections générales ministérielles sont en lien ou intègrent les priorités du ministre. Dans la mesure où en fait le ministre a une obligation en fin d'exercice de faire un rapport annuel de performance qui est transmis à la Cour des comptes et qui passe également, qui est validé par l'Assemblée nationale. Et vous, l'IGE, vous êtes rattaché directement au chef de l'État. Monsieur le Président de la République. En quoi c'est un avantage pour vous? Parce que l'ancrage institutionnel est un facteur d'efficacité au niveau des institutions de contrôle. Il est évident que si moi je dois contrôler quelqu'un que je suis en dessous de lui, c'est un handicap. Mais lorsque j'ai la possibilité d'avoir une position assez forte, j'ai la possibilité d'avoir donc un périmètre de contrôle assez large et avoir beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de force pour pouvoir exercer en fait mon contrôle. Mais en quoi, d'aucuns penseront, d'aucuns trouveront, estimeront que c'est un peu ironique, en quoi c'est efficace de se contrôler soi-même? Vous faites partie de l'exécutif, vous êtes en plein cœur de l'exécutif et vous le contrôlez. Oui, d'accord. Le rattachement... L'objectivité? Non, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu à l'image... D'abord, c'est une exigence de bonne gouvernance. Et à l'image même du secteur privé, les entreprises disposent d'un commissaire aux comptes qui est un auditeur externe. Et en interne, il y a une fonction de contrôle qui est assumée par un auditeur interne. C'est une exigence de bonne gouvernance. Et donc l'inspection générale de l'État, c'est l'auditeur interne de l'État, mais l'État également aussi a ses contrôleurs externes tels que la Cour des comptes. Donc c'est une exigence de bonne gouvernance. Ce que je juste ajouter pour vous dire qu'en fait, le positionnement hiérarchique, c'est une exigence en fait des normes de notre pratique, c'est-à-dire l'auditeur, c'est quelqu'un de compétent et indépendant. Venons-en à cet événement qui a été largement médiatisé, la célébration de vos 62 ans, M. Berthet. Pourquoi un anniversaire
avec autant de tambours et de trompettes? Alors, c'est vrai que, au niveau de la Côte d'Ivoire, on dirait 62 ans, ça se fait, mais ce n'était pas dans cet esprit. Monsieur l'inspecteur général d'État a voulu, après 62 ans, marquer quand même une pause pour faire un bilan et dégager des perspectives. Il y en a eu à 61 ans, la pause, le bilan? Non, c'est la première fois. 62 précisément. Alors, parce qu'avec la conjoncture sanitaire, ça n'a pas permis effectivement en 2021 de faire les 60 ans, ce qui serait beaucoup plus, en termes de communication, peut-être beaucoup plus parlant. Mais nous avons attendu 62 ans pour ces contraintes-là. Mais l'objectif, comme j'ai dit, pour monsieur l'inspecteur général d'État, c'était donc de marquer une pause, faire un bilan et dégager les perspectives. Et surtout qu'effectivement, il y a un nouveau contexte qui était mis en place. Et vous êtes satisfait de votre bilan? Oui, lorsque vous regardez les panels qui ont été initiés sur instruction de monsieur l'inspecteur général d'État, c'est des panels en fait qui participent en fait à l'amélioration de la performance de l'institution, qui portaient sur les relations que l'inspection générale d'État doit entretenir avec les autres acteurs du contrôle, qui participent également aussi à l'atteinte des mêmes objectifs que nous. Il y avait également aussi la collaboration, la synergie qu'il fallait donc entretenir avec les IGM, les autres acteurs du contrôle de l'ordre administratif pour plus d'efficacité. Et donc, vu sous cet angle-là, je pense qu'on avait droit vraiment à un dîner de clôture, comme il a vraiment souhaité. Donc tout va bien? Je ne dirais pas que tout va bien. Totalement positif. Non, nous sommes dans un processus d'amélioration continue. C'est pour ça que nous parlons de défis. Il y a tout de même des défis, oui. Allez-y, des défis. Quels sont les vôtres? Il y a quand même, au niveau des défis, il y a l'exigence de s'adapter aux nouvelles contraintes, notamment la digitalisation, de sorte à pouvoir mener, comme vous avez tout de suite évoqué, les contraintes liées aux ressources. Il faut donc peut-être s'approprier les apports de la technologie en essayant donc d'intégrer le digital dans notre pratique. Même au niveau de la planification de l'émission, de l'exécution, comme au niveau du rapportage, digitaliser tout ça, ça nous permet de combler le déficit humain. Et également aussi l'autre défi, c'est la satisfaction en fait des bénéficiaires du service de l'inspection générale d'État. C'est une exigence pour nous parce qu'effectivement, l'inspecteur général d'État a décidé qu'au terme de l'AICI 2023, que nous serons certifiés à la norme ISO 9001 version 2015. Et tout ça, ce sont des défis qui montrent qu'effectivement, nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Si je vous demandais, Monsieur Berthet, quel est le fait le plus marquant de ces 62 ans, vous diriez quoi? Alors, incontestablement, je dirais le changement de paradigme. Parce que l'inspection générale, l'inspection inquisition fait place désormais en fait à l'audit. Et l'audit, c'est du conseil. Et donc, c'est le nouveau métier que nous embrassons. C'est le nouveau métier en fait qui rend l'inspection générale d'État indispensable à la promotion de la bonne gouvernance. Dans la mesure où, en fait, tous les acteurs, comme j'ai dit, la redevabilité incombe à tout le monde. Le ministre, vis-à-vis du président de la République, signe un contrat de performance et les responsables du programme ont un contrat de performance avec monsieur le ministre. Les responsables des unités opérationnelles ont un contrat de performance avec les responsables de programme. Donc, à la chaîne, il y a une redevabilité. Et donc, dans ce cas de figure, l'inspection est certes utile, mais l'audit en tant que conseil qui permet effectivement de maîtriser les risques permettra aux acteurs de réaliser leurs objectifs. Vous saluez donc l'avènement de l'audit. En fait. Et parlons à présent du mode de saisine. Qui peut vous saisir? Tout le monde peut nous saisir, mais déjà l'inspection générale d'État est instruite par monsieur le président de la République. Les autres peuvent nous saisir, notamment le Premier ministre, les ministres, mais surtout les citoyens. Dans la perspective de la communication. S'ils sont témoins d'actes délictueux, ils peuvent ou se de saisir faits, directement. mettant en cause en fait l'orthodoxie de la gestion. Comment ils procèdent? Mais c'est une saisine formelle que vous faites. Vous adressez un courrier à monsieur l'inspecteur général d'État en justifiant effectivement vos allégations. Et donc, il apprécie et il impute au département métier qui sied. Et cette multiplicité d'acteurs, on a la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, on a le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, on a aussi la Cour des comptes, Monsieur Berthet, ça ne fait pas beaucoup, vous ne marchez pas là-dessus? Non, rassurez-vous, on ne se marche pas du tout sur les pieds. Et c'était d'ailleurs un des thèmes du panel. Quelle synergie avec toutes ces structures de contrôle qui effectivement meublent l'espace. Et donc, comme j'ai dit, au terme donc de ce panel, les conclusions qui seront faites dans le cadre donc de la synergie entre tous les acteurs du contrôle, qu'ils soient internes et externes, seront appréciées par monsieur l'inspecteur général d'État. Mais ce que je peux vous dire, c'est que concernant tous ces acteurs, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le ministère de la promotion, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, il y a des partenariats entre l'inspection générale d'État et ces structures-là qui ne peuvent pas faire de contrôle, mais qui, effectivement, saisissent l'inspection générale d'État au besoin pour mener des missions d'inspection. Mais ça m'amène tout de suite à vous demander, M. Berthet, malgré la présence de toutes ces instances, on a eu droit à une vague énorme de détournement de deniers publics. Bien que vous soyez là, vous êtes nombreux, mais bon, ça se passe quoi? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de risque zéro.
Mais ce qui est intéressant, c'est de coller en fait la performance de l'institution que nous sommes un peu aux performances en fait de la gouvernance actuelle. Quand vous prenez les indices de notation, notamment en termes de perception de la lutte contre la corruption, vous allez voir par exemple que Transparency International dit que la Côte d'Ivoire améliore son classement de 6 places en améliorant son score qui passe de 36 à 37 sur 100. Mais c'est dire que si effectivement les performances en termes de gouvernance sont reconnues, c'est bien parce qu'il y a une belle contribution en fait des acteurs du contrôle. Le contrôle, à la bonne gouvernance, c'est un peu comme l'air par rapport aux pneus. On retient donc qu'il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a quand même eu des sanctions administratives, judiciaires. Mais tout à fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que même les sanctions au niveau de l'administration sont encadrées par des textes. Il y a un décret des statuts de la fonction publique qui détermine la nature, les degrés de la sanction. Il y a les sanctions de premier degré, les sanctions de second degré, et même là, il y a des sanctions pénales qui interviennent lorsqu'on a des cas de prévarication. En fait, à quoi on a eu droit? À quel type de sanctions? Alors, je ne peux le dire dans la mesure où en fait le destinataire du rapport, c'est d'abord Monsieur le Président de la République, mais également aussi les ministres concernés. Donc, conformément au décret qui régit les sanctions, ils apprécient et ils appliquent les sanctions. Merci. Je vous en prie. Monsieur Berthet, Daouda Berthet, inspecteur d'État en chef, chef du département des études de la programmation et des statistiques à l'Inspection générale d'État. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le rôle véritable et les missions de votre institution. Institution qui a célébré il y a tout juste quelques jours son 62e anniversaire. Merci encore d'avoir été là. Bon retour chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon dimanche et bien de choses à l'inspecteur général d'État qui nous suit très certainement. Merci, je ne manquerai pas. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de votre confiance. Mercredi, 13h, je serai encore chez vous, si vous le voulez bien.